Bonjour et bienvenue sur Croisée des chemins. Une agence fédérale a annoncé mercredi qu'elle allait enquêter sur l'effondrement. L'Institut national des normes et de la technologie est une petite agence au sein du département du commerce. James Olthoff, le directeur, a dit qu'il s'agirait d'une enquête technique visant à établir les faits et non à trouver des fautes. Elle prendra du temps, peut-être 2 ans. Mais, dit-il, nous ne nous arrêterons pas tant que nous n'aurons pas déterminé la cause probable de cette tragédie. C'est seulement la 5e fois que cette agence lance une enquête sur un effondrement structurel. En attendant, certains résidents ont intenté de leur côté un recours collectif. Leur avocat dit qu'ils ont soulevé des préoccupations au sujet du bâtiment depuis des années. Adam Moskovitch, avocat des résidents qui ont poursuivi la copropriété, dit que sur les photos et les vidéos, l'immeuble tombe en ruine. Elle a une vidéo du garage, il y a des gouttes sur sa voiture. Chaque semaine, elle et ses amis se plaignent et personne ne l'a écoutée. Les signes avant-coureurs étaient pourtant bien là et nous n'avons pas été, dit-elle, au fond des choses pour savoir qui est responsable. Un autre avocat a déposé une motion d'urgence mercredi pour autoriser un observateur et un drone à documenter les preuves sur place. Il affirme que les familles n'ont aucune idée de ce qui est documenté et qu'elles méritent d'avoir leur mot à dire dans ce processus. En Floride maintenant, un juge fédéral bloque temporairement une nouvelle loi de l'État qui interdirait aux sociétés de médias sociaux de bannir des politiciens. L'injonction est arrivée mercredi, un jour avant l'entrée en vigueur de la loi. La mesure aurait permis au gouvernement de l'État de poursuivre les entreprises technologiques et d'arrêter de faire des affaires avec elles. Le juge Robert Hinkle a statué que la loi est inconstitutionnelle, disant qu'elle empiète sur les droits du premier amendement que les entreprises ont, ajoutant que la législation oblige les fournisseurs à héberger des discours qui violent leurs normes, un discours qu'ils n'hébergeraient pas autrement. Il a également déclaré qu'elle est trop large et qu'elle est un exemple de, je cite, « brûler la maison pour faire rôtir un cochon ». Le juge a donc bloqué 2 de ces 3 lois. L'une d'entre elles imposait des amendes aux entreprises de médias sociaux qui retireraient des candidats à des fonctions publiques. L'autre impose un certain nombre de restrictions sur la censure par les géants des médias sociaux qui sont des entreprises privées. Le gouverneur Ron DeSantis a signé la loi en mai en disant que c'était pour protéger les voix conservatrices contre, je cite, les oligarques des grosses technologies. Quels sont les dispositifs de cette loi? La loi permettait aux Floridiens de poursuivre les grandes entreprises technologiques en cas de censure. Elle permettait également à la Commission électorale de Floride d'imposer des amendes de 250 000 $ par jour à toute société de médias sociaux qui sortirait un candidat. L'amende était de 25 000 $ par jour en cas de retrait de candidats pour d'autres raisons. Le bureau du gouverneur a déclaré à Epoch Times qu'il prévoyait de faire immédiatement appel de cette décision, la qualifiant de décevante. L'affaire est susceptible de faire son chemin dans le système judiciaire. Et tandis que le bureau du procureur de Manhattan débattait de l'opportunité d'inculper l'organisation Trump pour des violations fiscales présumées, Trump lui-même était à la frontière sud. Il a ensuite publié une déclaration cinglante affirmant que la situation à la frontière n'avait jamais été aussi mauvaise. Il demande à nouveau la construction d'un mur à la frontière en disant, je cite, « Donc vous auriez pu achever le mur en quelques mois et ils ont décidé de ne pas le faire. Maintenant, j'entends des rumeurs selon lesquelles ils veulent le faire, mais ce n'est que du bon sens. Vous savez, ils disaient, nous voulons une sécurité de haute technologie. Et moi, j'avais l'habitude de dire dans mes discours, vous savez, les 2 choses qui ne vieilliront jamais sont une roue et un mur. » Fin de citation. Le service des douanes et de la protection des frontières a annoncé qu'en mai, il a rencontré plus de 180 000 personnes franchissant illégalement la frontière. C'est le chiffre le plus élevé depuis 2 décennies. Le gouverneur du Texas, Greg Abbott, et un certain nombre de shérifs du comté ont informé M. Trump de la situation actuelle à la frontière. Nombre d'entre eux soulignent l'augmentation du nombre de drogues dangereuses passant clandestinement la frontière, ainsi que des problèmes de sécurité liés à l'afflux d'immigrants illégaux. Greg Abbott a déclaré que ce mois de mai, par rapport au mois de mai dernier, il y a une augmentation du nombre de personnes traversant la frontière qui ont été appréhendées et cela a augmenté de plus de 800% rien qu'au mois de mai par rapport au mois de mai dernier. Et en avril, c'était exactement la même chose. Trump compare ses politiques frontalières
De son côté, Trump compare les politiques frontalières qu'il a mises en place à celles de Biden, à savoir la politique de rester au Mexique qu'il a mis en place par rapport à la politique de capture et de libération de Biden. L'administration Biden a officiellement mis fin à la politique de rester au Mexique plus tôt au mois de juin. Et Trump a dit, je cite, « Nous avons fait un excellent travail et en l'espace de quelques mois, tout s'est dissipé. Le maintien au Mexique était si important, le système de capture et de remise en liberté, nous l'avons brisé. La migration en chaîne où les gens viennent ici et emmènent tous les autres avec eux, nous avons fait un sacré boulot. » Fin de citation. L'administration Biden affirme que la politique de Trump n'a pas amélioré de manière adéquate la gestion des frontières, mais Abbott fait l'éloge de l'ancien président pour ses politiques frontalières. Il dit que l'une des choses que Trump a fait mieux que tout le reste, et certainement mieux que n'importe quel autre président, c'est qu'il s'est élevé et a sécurisé la frontière. Il a gardé les Texans et les Américains en sécurité. Et nous passons à présent à New York, où le directeur financier de la Trump Organization, Allen Weisselberg, a comparu dans un tribunal de Manhattan jeudi après-midi. Il s'agit d'une réponse aux accusations criminelles portées contre lui et la société concernant des délits fiscaux. Les accusations sont liées aux avantages que les cadres supérieurs de l'entreprise auraient reçus. Cela pourrait correspondre à des utilisations de voitures, des frais de scolarité et appartements. C'est ce que révèlent deux sources anonymes de l'Associated Press. Le Wall Street Journal a d'abord rapporté jeudi que de nombreuses accusations sont attendues. Une source a déclaré à Reuters que les accusations devraient être portées par le procureur du district de Manhattan, Cyrus Vance. L'avocat de M. Trump a déclaré que les charges seraient liées aux impôts et à d'autres avantages, mais que M. Trump lui-même ne serait pas inculpé. Un ancien procureur du bureau du procureur de Manhattan a déclaré que l'une des accusations possibles pourrait être une tentative de fraude. La Trump Organization a publié une déclaration disant, je cite, « Ce n'est pas de la justice, c'est de la politique ». Fin de citation. Weisselberg plaide non coupable aux accusations criminelles. Il a depuis été libéré sans caution. À New York maintenant, l'Assemblée nationale va bientôt émettre des citations à comparaître dans le cadre de son enquête sur la mise en accusation du gouverneur Andrew Cuomo. L'annonce a été faite par Charles Lavine, membre de l'Assemblée de l'État. Il est à la tête de la commission judiciaire de l'Assemblée et dirige le groupe chargé de l'enquête. Il a déclaré, je cite, « Le but de ce processus est à la fois de rassembler des preuves substantielles ainsi que d'évaluer la crédibilité et de corroborer les informations obtenues lors des entretiens. » Fin de citation. Il a ajouté que le comité mettra des citations à comparaître pour obtenir des documents et des déclarations sous serment des témoins. L'organe enquête sur les allégations contre Cuomo depuis la mi-mars. M. Cuomo a fait face à des allégations d'inconduite sexuelle. Au moins 10 femmes se sont présentées séparément pour accuser le gouverneur. M. Cuomo fait également l'objet d'une enquête sur des allégations selon lesquels il aurait ordonné à son personnel de dissimuler ou encore de déformer illégalement des informations concernant le nombre de décès des résidents de maisons de retraite dus au Covid. Le gouverneur a refusé de démissionner, affirmant que c'est aux électeurs de décider qui gouverne l'État. Quant aux prochaines étapes, Tom Albinanti, membre de l'Assemblée, a déclaré que les citations à comparaître sont probablement délivrées à un très large éventail de catégories de personnes. Lavine n'a pas indiqué quand il s'attend à ce que l'enquête de mise en accusation se termine, mais ce sera probablement long. Et nous passons à présent à la plus haute juridiction du pays. 20 gouverneurs républicains ont envoyé une lettre à Biden lui demandant de ne pas augmenter le nombre de juges à la Cour suprême. Dirigés par Kay Ivey, gouverneur de l'Alabama, les 20 gouverneurs ont déclaré dans leur lettre, je cite, « Historiquement, les affaires portées devant la Cour suprême ont servi de dernière défense juridique de la souveraineté des États, protégeant les États et nos citoyens contre les excès du gouvernement fédéral. » Fin de citation. Ils affirment donc que la Cour doit rester libre de toute pression politique et à l'abri des prises de pouvoir partisanes. Certains démocrates et militants libéraux affirment que la Cour suprême est trop conservatrice. Ils ont demandé au Sénat d'ajouter 4 juges supplémentaires. En avril dernier, M. Biden a signé un décret visant à former une commission chargée d'étudier les réformes possibles de la Cour, y compris les propositions d'élargissement. Il a présenté l'idée d'une commission comme une alternative. Dans leur lettre, les gouverneurs affirment qu'un cycle de regroupement des tribunaux en entraînera un autre à chaque fois qu'il y aura un changement de pouvoir.
Les gouverneurs affirment que si cela se produit, la Cour suprême perdra son rôle de branche indépendante du gouvernement ainsi que sa capacité à assurer un équilibre des pouvoirs en déclarant que le résultat final du regroupement des tribunaux conduirait à des décisions incohérentes qui sapent la légitimité de la Cour et ne parviennent pas à guider notre nation et à servir nos États. Fin de citation. En avril, le procureur général de l'Arizona, Mark Brnovich, a déclaré que les efforts visant à élargir la plus haute juridiction du pays ne seraient rien de moins qu'une attaque directe contre l'indépendance judiciaire. Il a fait remarquer que la pierre angulaire de notre Constitution repose sur la notion de partage du pouvoir entre les branches séparées du gouvernement. Ce système unique crée des contrôles et des équilibres, une défense essentielle contre toute forme de tyrannie. Fin de citation. Voilà, croiser des chemins, c'est fini pour aujourd'hui.